Otep à tous et à toutes. Et il est important de vous rappeler que mon nom est Jean-Gilles Joseph. Et mon nom de combat, mon nom Kamit, c'est Akhenaton Djerouti Imhotep. Je suis étudiant en Master 1 en Kamitologie à l'Institut Kemet Mahat Cheikh Anta Diop. Et c'est une institution d'enseignement en ligne qui se trouve à Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est l'une des branches de l'école égyptologique africaine ou ce qu'on pourrait appeler l'école diopienne. Donc, qui regroupe les chercheurs qui suivent Cheikh Anta Diop dans ses recherches. En effet, j'ai des critiques inédites aujourd'hui à faire sur les tentatives de déchiffrement des pétroglyphes qui se trouvent sur les roches en Haïti et les vévets du vaudou haïtien. Mais jusqu'avant d'avancer mes critiques sur le déchiffrement des pétroglyphes et les vévets, c'est-à-dire les écritures sacrées du vaudou haïtien, et regardons les vidéos traitant des recherches portant sur les pétroglyphes et les vévets du vaudou haïtien. Donc, il faut dire que ces vidéos, ce sont des résultats de recherches d'un éminent savant, un docteur en médecine, Daniel Mathurin. Il faut dire que c'est l'un des rares, et il faut dire, pour être clair, c'est le seul scientifique haïtien au vrai sens du terme qui s'intéresse le plus à la paléographie ou à l'épigraphie. Donc, j'apprécie grandement son travail, mais j'ai des critiques contre lui. Donc, avant d'avancer mes critiques, regardons les vidéos portant sur ces travaux avant de me positionner. Voilà la roche. Vous pouvez remarquer sur cette roche, c'est comme gravé sur la roche, c'est comme des animaux. Et de nos jours, si vous allez sur ce site, vous allez voir que les paysans de la zone l'utilisent comme un lieu de culte. Il y a des bougies allumées, éteintes, donc ils viennent de temps en temps. S'ils ont des problèmes, ils viennent prier sur la roche parce que ça a un symbole mystique pour les Américains. Donc il faut inévitablement que nous maîtrisons la théorie scientifique des Toltecs à travers leurs propres écritures. Je crois encore que la première mention roche basaltique et le docteur Osiris de Leon, qui est vice-président de l'Académie des sciences géologiques de la République dominicaine, dit sous île là, il fait datation en moyenne toute roche basaltique et toute autre basaltique datée de 35 millions à 110 millions d'années. Donc ça n'étudie qu'encore là. C'est une qui date probablement entre 35 et 110 millions d'années, qui a une écriture sous lui, mais il y a des dispositions pour l'État d'Haïti pour nous faire vraie datation, pour nous protéger lui comme patrimoine nous, pour nous servir avec lui comme musée, pour nous aller écotouristes et pour nous faire formation pour Timounio avec lui, pour nous motiver de façon à ce que le jeune écolier haïtien ait l'autre perspective, ait l'autre langage et l'autre moyen pour lui capable de travailler bien et pour apprendre toute l'autre matière. Kounye, nous sous site, on site Taino, que relais Roche Allen. C'est dans la zone Kanko que lié, dans la berge nord rivière de Lembe. Nous avons sous rive sud là, nous avons une qui a un pile artefact sous lui, mais qui semblait qu'il y a des formes de coucou ou bien qu'il y a des formes d'êtres humains. Sous site ça que nous y est là, c'est ce site qui est plus particulier parce que lui-même il y a sous lui une série d'écritures. Si nous regardons ça, ouais Jean fait, m'a passé même sous lui. Ouais, ça veut dire que deux points ça y ont même sens. Ça, ouais point ça, mon premier cercle et mon deuxième cercle. Ouais, son vrai spirale. Si nous prenons parole, mot de Saint-Méry raconter nous sur ça,
nous capables de dire que Indien qui était en Haïti, m'a dit Indien entre guillemets, parce que nous pas Indien, nous pas l'Inde, nous pas Indien. Taïno ça yo dit que là yo vini sous terre d'Haïti, yo joindre roche là déjà taillé comme ça. Ça permet nous à étudier plus loin que Taïno yo. Et nous capables de rendre nous compte que roche ça sont roches qui très anciennes et inscription yo très ancienne. Nous connaissons que verre sont élément qui est important dans la cérémonie vaudou. Et le verre tracé, c'est une charge énergétique que l'hypothèse dans le péristyle là. Et charge énergétique ça qui dans le péristyle là, vient joindre avec vibration moun qui dans le péristyle là, fait que tout le monde qui initié, il y a une loi qui monte.
tel que vous venez de le voir, il y a une tentative scientifique entreprise par le brillant chercheur haïtien, Dr Daniel Mathurin, docteur en médecine. Et Daniel Mathurin a constaté les vides et il a décidé d'étudier l'espace haïtien qui est négligé au point de vue de l'étude scientifique. Donc, il a étudié les patrimoines immatériels d'Haïti, il a essayé de déchiffrer les pétroglyphes haïtiens qui sont des écritures rupestres, préhistoriques, laissant sur des pierres en Haïti. Donc, il a constaté que tous les signes qui se trouvent sur les roches qui se trouvent dans le nord d'Haïti s'y trouvent dans toutes les écritures de l'Europe, de l'Amérique, et ainsi que dans les alphabets sémitiques, grecs, indiens, etc. Donc, pour lui, les pétroglyphes de l'Europe, de l'Inde, sont les mêmes écritures que celles de la roche à l'Inde. Donc, il a comparé cela aux signes de l'alphabet grec hébreu tel que je viens de le dire et autres. Donc, il faut dire que les pétroglyphes qui se trouvent sur la roche à l'Inde, dans le grand nord du pays, sont une véritable écriture. Il a totalement raison, il a dit cela. Donc, c'en est une véritable écriture vraiment. Donc, dans son bouquin titré Patrimoine immatériel, multiculturalisme de l'île, l'identité culturelle d'Haïti, il a montré que les écritures sur les roches à l'Inde a une identité commune au peuple sémitique qui serait peut-être des Atlantes. Donc, il a tenté de montrer une racine sémitique du vaudou haïtien puisque les Cananéens étaient des sémites selon l'histoire haïtienne, c'est-à-dire les Cananéens furent les premiers à habiter Haïti avant les Taïnos, c'est-à-dire avant les Amérindiens d'Haïti. Et ensuite, Dr Daniel Mathurin a cité grandement Milo Hugo, qui écrit sur les versets d'Haïti, et il a essayé d'interpréter les versets, c'est-à-dire les écritures sacrées du vaudou à la lumière des sciences occultes de l'Occident. Regardez à l'écran, on verra les signes de la roche à l'Inde et la pierre de Glosel qui a été retrouvée en France. Et Daniel Mathurin veut montrer que c'est les mêmes écritures, les mêmes signes qui se trouvent sur les deux pierres. Donc, il faut constater un fait dans les travaux de Daniel Mathurin. Il a comparé les pétroglyphes qui se trouvent sur les roches d'Haïti à toutes les autres écritures sauf à celles de l'Afrique. Il a négligé totalement l'Afrique. Donc, s'il a même songé à faire cela, à songer de l'Afrique, il y aura une racine dans ses œuvres, mais il a tout négligé. Donc, Dorsainville a grandement raison de dire qu'il est temps de faire curieux de constater à quel degré nos historiens et nos sociologues, dans l'étude des dominantes de notre évolution historique, ont complètement négligé l'Afrique. Donc, je constate cette négligence dans les travaux de recherche du docteur Daniel Mathurin. En effet, je vous invite à regarder la même roche à l'Inde qui se trouve dans le nord d'Haïti et l'écriture des Akan Baoulé. Et vous verrez qu'il y a plus de ressemblance entre cette écriture et celle qui se trouve sur la roche à l'Inde en Haïti. Mais beaucoup de ces signes se trouvent dans les autres écritures en Afrique également. Vous êtes clair. Donc, il est important de rappeler que l'Afrique, elle seule, contient plus de systèmes d'écriture que tout le reste du monde. Or, on faisait croire que l'Afrique était un continent de réalité sans écriture. Or, toutes les écritures et tous les alphabets du monde viennent de l'Afrique. C'est un fait avéré. Donc, dans une interview qui est publiée sous la forme d'un article, Daniel Mathurin a dit que Jésus était un Cananéen, un noir qui visitait Haïti. Et cependant, il n'y a aucune preuve pour prouver cette assertion. Ça n'a pas de preuve, ça c'est l'imagination historique. Donc, dans le livre dont nous venons de citer, il a fait dériver beaucoup de modèles en taïno, de l'hébreu, pour découvrir les racines. Et tout cela montre que sa recherche était mal orientée, pour ma part. Donc, il a manqué une chose aux recherches de Dr Daniel Mathurin, c'est le paradigme. Donc, selon Kalala Oumutande, une recherche sans paradigme est une recherche sans racine. Donc, il faut se positionner et il faut s'identifier à une école de pensée quelconque. Donc, si Dr Daniel Mathurin s'identifie, il s'identifie à l'école historique paléontologique américaine, c'est-à-dire occidentale. En effet, dans l'interview dont nous venons de citer, Dr Daniel Mathurin dit cette parole très importante. Il a dit, en bref,
les richesses immatérielles révèlent de la culture traditionnelle populaire, socle du patrimoine immatériel qui constitue le fondement de l'identité culturelle des peuples ou communautés ethniques. En conséquence, les richesses immatérielles sortent de la matrice de notre identité culturelle qui englobe la littérature, l'histoire, l'architecture, le mœurs, les cultes, les rites, les chants et les danses sacrées, les jeux initiatiques, les langues et les écritures sacrées. On estime ainsi que la démarche de la recherche de l'identité culturelle s'oriente selon les horizons des trajectoires historiques de peuple, de la connaissance scientifique de leur territoire et de leur généalogie. Seul le décodage de l'écriture sacrée constitue le co-garantie d'un diagnostic irréfutable d'une généalogie incontestable selon les prémices de l'anthropologie culturelle et linguistique. À savoir, quand on veut remonter le temps, l'écriture devient le seul élément concret pour construire une généalogie incontestable à condition de la déchiffrer. Fin de la citation. Et mes amis, selon cette déclaration sur l'importance des écritures, cela nous dit qu'il s'agit d'une affaire qu'il ne faut pas prendre à la légère, mes amis. Parce que cela a trait à l'identité du peuple qui doit englober la littérature, l'histoire, l'architecture, le mœurs, les cultes, les rites, les chants, les danses, les langues et les écritures sacrées. Donc, si le déchiffrement des écritures a tout cela derrière, eh bien, une mauvaise orientation, un mauvais déchiffrement peuvent compromettre toute l'identité d'un peuple. C'est pourquoi il faut faire attention. Donc, le professeur Kofi Gomez dit que la paléographie et l'épigraphie sont deux sciences que les Occidentaux cherchent à empêcher les Noirs d'étudier. Et pour empêcher de les remonter à leurs origines historiques au point de vue de l'écriture. Donc, il faut comprendre les démarches, les machiavélismes des scientifiques occidentaux, mes amis. Donc, il faut mettre l'accent sur la paléontologie et l'épigraphie, mes amis. C'est un fait avéré, c'est bien. Donc, je constate que Milo Rigaud, qui cherche à déchiffrer les V20, le fait à la lumière des signes éparpillés ça et là dans les graphies des alphabets grecs, hébreux et quelques signes tirés ça et là dans toutes les écritures du monde. Et Daniel Mathurin procède comme ça lui aussi. Donc moi j'ai dit sans rejeter les efforts de ces Haïtiens conséquents que ces recherches sont des tentatives de recherche mais pas des recherches vraiment. Donc ces hommes attirent, pour moi, ces hommes attirent l'attention sur un phénomène qui devrait être étudié mais qu'ils tentaient d'étudier mais qui n'est pas encore étudié. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit là. Mais pour tout, j'honore leur mémoire parce que ce sont des hommes bien avisés. Donc et ce sont des hommes éclairés. Donc, après Joseph Anténon Firmin, Jean Prasmas, on peut placer ces vaillants qui indexent la science en Haïti sans pour autant la pratiquer totalement. C'est un fait. Donc, ils ont été pris dans le piège des théories de la connaissance occidentale, c'est-à-dire l'épistémologie, théorie de la connaissance, l'ontologie. Donc, ils ont ignoré que la pensée moderne est la complexité, ce qui a été élaboré par Edgar Morin. Chaque peuple a son paradigme, donc on doit orienter ses recherches selon son paradigme. Mais ces chercheurs ne font pas cela. En effet, Auguste Comte dit qu'on ne saura pas une chose tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Et ce qu'il dit est vrai. Donc c'est le problème fondamental du docteur Daniel Mathurin. Il ne questionne pas les origines de l'écriture du monde. Donc, dès qu'on est dans le domaine de la préhistoire, de l'archéologie historique, et préhistorique, de la paléontologie, etc., il faut se positionner avant de fixer sa recherche. Donc, il faut prendre en compte la théorie polygéniste et le monogéniste. Et le polygénisme qui dit que l'humanité a plusieurs origines, c'est-à-dire que chaque continent a son premier homme, qui est l'ancêtre de tous les hommes sur le même continent. Donc le monogénisme qui dit que tous les hommes viennent d'un seul homme, à partir d'un seul continent, il va peupler le reste du monde. Donc c'est la première chose qu'il faut prendre en compte. Donc, si on se positionne sur le polygénisme, on arrivera à la même conclusion que Dr Daniel Mathurin. Et là, on comprendra que les pétroglyphes en Haïti sont des écritures nées des Toltecs de la préhistorique, de façon isolée, mais ces écritures ont une ressemblance avec celles des autres écritures du monde. Donc, c'est un problème. Mais si on adopte
le monogénisme, on apportera la conclusion selon laquelle l'écriture a pris naissance spécifiquement quelque part, au même moment de la naissance des premiers hommes sur un lieu géographique spécifique, et ensuite, les premiers hommes en migrant sur le globe apportaient cette écriture un peu partout dans le monde. Donc, il s'agit d'une seule écriture issue de seule contrée et qui est éparpillée un peu partout dans le monde. Mais si on ne fait pas ça, on est trompé. Donc, une telle investigation doit amener le chercheur à rechercher les berceaux de l'humanité pour arriver à cette conclusion. Donc, on sait tous que, selon la science objective, l'humanisme a pris naissance en Afrique, dans la région des Grands Lacs. Donc, à l'origine, l'homme était noir. Donc, cet homme a laissé l'Afrique pour peupler l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Donc, les premiers pétroglyphes ont été retrouvés en Afrique du Sud, et c'est-à-dire dans l'un des endroits de la région des Grands Lacs. Donc, selon l'archéologie préhistorique, ces écritures sont les pictogrammes les plus anciens de l'humanité. Donc, de ces pictogrammes, de ces pétroglyphes sont venus les hiéroglyphes de l'Égypte, qui sont les stades sommatifs de l'écriture du monde. Et c'est pourquoi l'égyptologue Kofi Gomez dit que toutes les écritures du monde viennent de l'Égypte. Les écritures chinoises, indiennes, mayas et toutes ces autres écritures sont des parties du système originel, c'est-à-dire du système d'écriture égyptienne. Donc, de ce fait, on peut déchiffrer les écritures du monde à partir des hiéroglyphes égyptiens qui sont la sémiologie totale de l'univers, l'ensemble des signes pour déchiffrer l'univers. C'est un fait avéré, mes amis. Et je le dis avec objectivité scientifique. On peut déchiffrer les pétroglyphes qui se trouvent sur les roches à l'Inde, dans le nord d'Haïti, à Limbé, à la lumière des hiéroglyphes égyptiens. On peut faire ça. Donc, Dr Daniel Mathurin essaie de marier les vévets du vaudou haïtien et les signes qui se trouvent sur les roches des Kankok. Et ce qu'il a fait, c'est bien. Mais il a essayé de tenir un système du monde haïtien scientifique. Il avait totalement raison. Mais il a laissé la source qui pouvait éclairer ces chemins, qui sont les systèmes d'écriture africaine. Donc, il faut dire que l'Afrique contient plus d'écriture que tous les restes du monde, comme je viens de le dire. L'Afrique est le berceau de l'écriture. Toutes les écritures du monde viennent de l'Afrique. Donc, mes amis, Daniel Mathurin fait un rapprochement entre les écrits, mais il n'a rien expliqué. Il a alerté, il faut être clair, il a alerté qu'il y a des pétroglyphes en Haïti, c'est tout. Mais il n'a rien fait pour déchiffrer et pour faire une étude et paléontographique ou épigraphique sérieuse. Il a seulement alerté qu'il y a des pétroglyphes en Haïti. C'est ce que je constate. Donc, je dis que les pétroglyphes en Haïti sont venus des pétroglyphes égyptiens. Ainsi que tous les pétroglyphes qui se trouvent en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, spécialement les pétroglyphes qui se trouvent sur les roches en Haïti, dans le nord du pays, viennent tous des pétroglyphes ou des pictogrammes qui se trouvent dans les grottes de Bambos en Afrique du Sud. Parce que ce sont les pictogrammes les plus anciens de l'humanité. Et ce sont ces pictogrammes qui vont être apportés au reste du monde avec la migration des Noirs, lorsque les Noirs ont laissé l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. C'est un fait avéré. Donc, et je dis que les vévets du vaudou haïtien font partie des systèmes d'écriture africaine. On doit les déchiffrer non à la lumière de quelques graines lettres des alphabets sémitiques, latins, grecs, et quelques graphies des écritures indiennes, chinoises, mayas, égyptiennes. Mais on doit déchiffrer les vévets à la lumière des hiéroglyphes égyptiens de façon totale. Et on doit les rapprocher de toutes les écritures de l'Afrique noire, mes amis. Donc, en effet, il faut dire que le professeur Jean-Charles Kofi Gomez a déchiffré les hiéroglyphes de Dahomey à la lumière des hiéroglyphes égyptiens. Donc, il a réussi, il a fait un grand travail. Donc, et le vaudou haïtien en grande partie est originaire de Dahomey, on le sait tous. Donc, si ces écritures sacrées sont en partie du Dahomey, on peut le déchiffrer de la même manière à la lumière des hiéroglyphes de l'Égypte. C'est un fait avéré. Donc, mais les travaux opérés par les spiritualistes tels que Milorigo et tant d'autres n'est pas scientifiques, ils sont arbitraires, il faut être clair. Et ce ne sont pas des déchiffrements vraiment. Et ce sont des explications herméneutiques, mais ce ne sont pas des déchiffrements vraiment.
parce qu'ils n'ont pas possédé selon la méthode et épigraphique ou paléographique. Donc, il faut dire tel que le cite docteur Daniel Mathurin, l'anthropologie linguistique dit que les écritures sont les vraies clés pour identifier un peuple dans son arbre généalogique. Donc, le déchiffrement des écritures sacrées et d'autres écritures. Donc, si les pétroglyphes en Haïti sont d'origine africaine, si ces vers ou ces écritures sacrées viennent de l'Afrique, eh bien, ils peuvent être éclairés à la lumière des systèmes pictographiques africains. Donc, nous pouvons conclure que les Haïtiens sont de vrais Africains. Et que tous les grands projets civilisationnels issus de la vision de Cheikh Anta Diop doivent faire partie intégrante de la lutte visant à faire d'Haïti un membre de la future fédération africaine pour se protéger contre les assauts de l'Europe et des États-Unis d'Amérique visant à faire Haïti payer le prix de la liberté qu'elle a conquis par les armes. C'est ce que nous devons faire. Donc, mes amis, ce sont ces critiques que j'ai à propos du déchiffrement des pétroglyphes et les vers du vaudou haïtien. Mais, moi, j'étudie les hiéroglyphes pendant presque 2 ans et je connais un peu le système. J'ai déjà comparé cela avec les vers et les pétroglyphes qui se trouvent sur les roches à Kankok et je vois qu'il s'agit des écritures africaines. Et je vais publier les résultats de mes recherches dans un livre qui sera tel que les nations nègres et culture de Cheikh Anta Diop, où j'exposerai toutes mes thèses visant à unir l'Afrique et Haïti au point de vue linguistique, paléographique, culturel, anthropologique, etc. Donc tout tend vers un seul but, démontrer que la civilisation haïtienne est africaine et par conséquent il faut réaliser l'État fédéral africain, faire d'Haïti un État membre pour se protéger des ingérences politiques des grandes puissances occidentales. En effet, je dis que Haïti, une petite île, ne peut se battre toute seule contre l'Europe et les États-Unis. Il faut qu'Haïti trouve une entité semblable à elle avec qui elle peut fédérer pour s'agrandir, pour lutter contre ses ennemis occidentaux les plus puissants de la planète. Donc, de même, Cheikh Anta Diop a fait tous ses travaux linguistiques, historiques, archéologiques, égyptologiques, paléographiques pour montrer tout le peuple d'Afrique sont un seul, le même peuple, une seule culture. Donc, il faut fédérer tous les peuples d'Afrique pour se protéger contre l'hégémonie occidentale. Eh bien, je suis animé du même motif vis-à-vis d'Afrique et d'Haïti. Je dis que une île noire isolée en Amérique au milieu de ces détracteurs qui sont les plus puissants de la planète, on ne peut rien faire. Donc, il faut faire cela. Donc, mon travail sera tel que le premier travail de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire tel que Nation Nègre et Culture, élaborer un système de pensée qui démontre que l'Afrique, au point de vue des cultures paléographiques, égyptologiques, archéologiques, linguistiques, et Haïti font partie du même peuple, et à partir de là, on peut faire le plan d'une fédération entre Haïti et l'Afrique. Donc, il faut citer quelques écritures africaines méconnues des chercheurs haïtiens, et c'est ceux qui les jettent dans l'ignorance. Donc, ils sont bornés, ils ne connaissent pas l'Afrique. Et c'est pourquoi ils ne se connaissent pas. Je le dis toujours, l'Haïtien qui ne sait pas l'Afrique ne peut se connaître en aucun cas. Donc, il faut dire que c'est l'ignorance de l'Afrique qui a affaibli les travaux de recherche du docteur Daniel Mathurin. Donc, sa vision du monde se limite avec l'Occident. Il ne pense qu'aux écritures qui ont été vulgarisées par l'Occident. Donc, sa vision ne se limite qu'à ça. Et parce que les travaux de recherche des Africains concernant l'Afrique sont passés sous silence et sont méconnus. Donc, docteur Daniel Mathurin devrait étudier les pétroglyphes et les vers du vaudou haïtien à la lumière des hiéroglyphes égyptiens en premier lieu, et ensuite à la lumière des hiératiques, des démotiques, des hiéroglyphes du Soudan et des Nibis. Donc ensuite, il peut étudier cela à la lumière et des hiéroglyphes de l'Afrique centrale, orientale, et les hiéroglyphes des Soudanais. Donc, il peut faire ça. Donc, et il devrait également le faire à la lumière des écritures des Dogons du Mali, des écritures des Bambara, des Como, et l'écriture Keita du Mandé. Et ensuite, il peut le faire à la lumière des écritures de Bezos, il peut le faire à la lumière des écritures hiéroglyphiques des Sibindi, des Yoruba, des Bamoun, des Dahomey. Et il peut le faire également à la lumière des hiéroglyphes des Vili,
de Loango, de Kibundi, de Kikongo, de Shoma, de Zimbabwe, de hiéroglyphes de Tikuyu, de Kenya, de Tanzanie, etc. Et on sait tous que les tribus qui peuplaient Haïti sont venues de la population des pays africains qu'on vient de citer là. Cela veut dire que ce ne sont pas seulement notre culture vaudouille qui vient de là, mais nos écritures sacrées, c'est-à-dire les vers du vaudou haïtien, viennent aussi de là. Donc, ils ne peuvent venir ailleurs en aucun cas, mes amis. Donc, beaucoup d'Haïtiens pensent que l'Afrique est un continent de l'oralité, sans écriture. Or, l'Afrique est le berceau même de l'écriture. Donc, Dr Daniel Mathurin a bien fait de fonder une fondation afin d'étudier tout cela. Mais comme il a dit lui-même, il faut passer du stade folklorique au stade de la science appliquée. Donc, il faut dire que l'État haïtien doit créer un département épigraphique, comme on a créé une faculté d'ethnologie, donc, branche de l'Université d'État d'Haïti. Eh bien, il faut créer une faculté d'épigraphie et de paléographie pour étudier nos signes sacrés et les pétroglyphes haïtiens, mes amis. Donc, cette étude doit accompagner la faculté d'ethnologie qui se trouve à Port-au-Prince. Donc, on ne doit pas attendre que ce sont les Dominicains qui viennent pour dater nos objets préhistoriques. Mes amis, il faut arrêter ça. Mais il faut mettre une étude d'archéologie préhistorique dans la faculté d'État d'Haïti et département égyptologique pour régner à notre identité. Il faut faire ça, mes amis. Donc, c'est un conseil que je donne aux autorités, mais en attendant, en tant que civil, citoyen, chercheur, je ferai ce qui est à mon pouvoir dans le domaine de ces sciences dont on vient de faire le point. Donc, en effet, je note que les écritures sacrées du vaudou haïtien est à la fois des hiéroglyphes. Ils sont des géoglyphes. Et je forme ce concept à partir d'observations parce que les signes sont souvent tracés sur le sol lors des cérémonies vaudou. Par conséquent, ce sont des géoglyphes. Donc, ils sont des hiéroglyphes également puisqu'ils se trouvent sur le mi et des Unfor. Des Unfor, c'est bien ça. Donc, mes amis, restez là, regardez toute la vidéo. Et je vais vous présenter des bouts de vidéos de Diop, de Kalala, de Kofi Gomez pour appuyer ma position. Et vous verrez que ma position est ferme et scientifique et mes critiques contre Dr Mathurin sont bien objectifs. Regardez les bouts de vidéos. Vous allez voir là où Cheikh Anta Diop parle de l'origine de l'humanité, là où Kalala Oumutande parle et de l'antériorité des Noirs sur le continent américain aux Amérindiens, et ensuite vous allez voir un occidental qui fait des démonstrations pour montrer tous les alphabets du monde et viennent des hiéroglyphes égyptiens. Et ensuite vous allez voir une vidéo de Kalala Oumutande et qui prouve, selon les recherches des occidentaux eux-mêmes, que les pictogrammes, les pétroglyphes les plus anciens se trouvent en Afrique du Sud. Et vous allez voir tout cela, restez là. Merci. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. And no other continent in the world has the complete series of fossils indicating the 6 specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les 3 premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces 3 premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité. These 3 specimens, which represent the very beginnings of mankind, cannot be found in Europe, they cannot be found in Asia, and of course cannot be found in America. They never left Africa. The complete set remains in Africa. Donc, autant de preuves accumulées qui aujourd'hui donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. The accumulation then of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Ici en Amérique, vous n'avez que le spécimen sapiens sapiens. On n'a pas trouvé dans l'état actuel de la science, sur toute l'étendue de l'Amérique, depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska, il n'y a qu'un homme moderne. Et l'Amérique a été peuplée par le détroit de Bering à la fin de la dernière glaciation dont j'ai parlé. Donc, il n'existe qu'un seul spécimen, le dernier ici en Amérique. The only specimen, as we've seen on the slide, that appears in America is that of Homo sapiens sapien. America was peopled through the Bering Straits at the end of the final glaciation, and it is for that reason that we find only Homo sapiens sapien in America. En Asie,
on a l'Homo erectus. In Asia, we have Homo erectus. Et l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. And the Neanderthal man and Homo sapien. En Europe également, on a l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. In Europe, we have the same, Homo erectus, Neanderthal, and Homo sapien. Et tous sont sortis de l'Afrique. Les uns sont passés par l'isthme de Suez pour aller vers le sud-est asiatique, et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour aller à travers l'Espagne, dans le midi de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient. Some of them left by the Suez Canal or the Isthmus of Suez to go into Asia and Eastern Europe, and some went by the Straits of Gibraltar up into the north and into Europe. Les hommes sont passés par le détroit de Bering et ont peuplé l'Amérique aux alentours de 18 000. Pedra Forada, nous sommes à moins 40 000 selon la datation de la France. Donc c'est le CEA, le Commissariat atomique à Gif-sur-Yvette. Mais les Australiens ont utilisé une méthode beaucoup plus sophistiquée, le potassium-argon, et la date qui a été trouvée est celle de 60 000. Donc ce qui fait que 40 000 ans avant les Indiens, la population noire n'était pas au bord des côtes. Parce que les gens plaisantent beaucoup avec les faits. Vous avez vu que nous sommes à l'intérieur des terres du Brésil. D'accord? Donc ça, c'est très important de le souligner. Mais savez-vous que les Indiens, les Amérindiens, disent clairement que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient conscients qu'il y avait déjà des gens là. Hein. C'est-à-dire que vous avez des documents où les Amérindiens le disent clairement. Vous avez des façades, mais des centaines de façades peintes. Et ça ne représente pas leur culture. Ça représente même... Il y a des animaux qui n'existaient même plus à leur arrivée. Tout le monde de la recherche a dû accepter que l'écriture, elle est beaucoup plus ancienne que ce qu'on avait pu imaginer. D'accord? Bon. Et à partir de ce moment-là, il a fallu commencer à théoriser. Vous voyez? C'est-à-dire que les 32 signes qu'elle a trouvés à travers le monde, elle a trouvé 32 signes pictographiques dans toutes les grottes rupestres à travers le monde. Ce sont les mêmes signes. Elle-même le reconnaît. Et le problème de fond, regardez bien, c'est que quand les scientifiques occidentaux montrent les éléments de la carte, où elle a trouvé les pictogrammes, qu'est-ce que vous constatez? Il n'y a pas de date. Ça, c'est pour noyer le poisson. Il n'y a pas de date. D'accord? Bon. Donc, on essaie de noyer le poisson comme ça. Mais regardez la chose. Vous avez plusieurs sites africains où cette écriture a été retrouvée. Mais la problématique de fond, c'est que qu'est-ce qu'on cache? Quand vous mettez la datation, vous êtes obligé d'admettre que l'écriture a été inventée en Afrique, et c'est d'Afrique que l'homme est parti à travers le monde avec ce système d'écriture. Puisque les dates les plus anciennes sont africaines, et après, vous avez des dates relativement récentes. Donc, c'est ça qui cache. Donc, c'est pour ça que quand ils montrent le graphique, ils ne mettent pas de date. Mais si vous mettez les dates, vous comprenez bien qu'ils sont embêtés parce que là, on a cette Afrique qui apparaît comme étant à la base du système d'écriture de l'histoire du monde. Maintenant, ce que je trouve intéressant, et ça aussi, ça fait partie des réflexions très chères, c'est que de voir en combien les signes pictographiques du début de l'histoire de l'Égypte pharaonique, ce qu'on appelle les signes tyliques, quand vous les mettez avec des signes qui ont existé 140 000 ans avant, vous retrouvez une espèce de continuité des signes. C'est pour ça que le jeune Africain doit se pencher sur ça, de manière à voir mais comment, sur des durées aussi longues, on a conservé l'information pour aboutir à l'écriture que nous avons aujourd'hui, parce que tout a commencé là. Donc c'est ça qui est quand même important. Bon, il y a aussi, je vais vous montrer ça, je vais mettre tous les éléments, voilà. Le CNRS, ils ont fait des fouilles en Afrique du Sud, et ils ont trouvé sur des œufs d'autruche un système graphique qui montre le fonctionnement d'une écriture en 60 000 de l'ère ancienne africaine. Donc quand on vient vous dire que l'homme a inventé l'écriture en Mésopotamie en 2000-3000, mais c'est une gageure. Puisqu'on a des matériaux qui montrent aujourd'hui, regardez, ils le disent eux-mêmes, d'accord, des gravures réalisées par des hommes modernes il y a environ 60 000 ans
qui témoignent de l'utilisation de symboles dans la communication. L'utilisation de symboles dans la communication, c'est des écritures. Donc, on a là quelque chose qu'il faut pouvoir actualiser dans la transmission des informations dans les académies. Parce que c'est important. Maintenant, donc voilà par exemple les ouvrages. Maintenant, il y a une chose qui est assez particulière, c'est la notion d'écriture. Les Occidentaux n'ont inventé aucune forme d'écriture, rien. Et quand vous écrivez votre nom avec leur caractère, ce sont de propres caractères. Ce sont des nomades. Vous voyez, ce sont des nomades. Donc à partir de ce moment-là, c'est au contact des Africains qu'ils ont découvert cela. Et qui mieux que le professeur Obenga l'explique. Je vous laisse écouter justement son introduction. Des peuples que nous n'avons d'ailleurs rien inventé. Strictement qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle l'invention scientifique. Mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est l'écriture. On dit quand même l'écriture grecque. Le grec est écrit. La première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est Dalet, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec. Les Grecs. Voilà. Et la chose. Une autre conquête de la civilisation que l'occidental ne peut pas accepter. Qu'un Africain ait pu entrevoir, c'est l'écriture. Voilà pourquoi les Occidentaux s'opposent, le mot est même faible, à ce que les Africains étudient les écritures qui sont apparues en Afrique. Deux ouvrages permettent de faire une synthèse de l'état de la question. Donc il y a deux disciplines que les Africains n'ont pas le droit d'étudier. C'est la paléographie. Par paléographie, j'entends l'étude comparée de toutes les écritures dans le temps, dans l'histoire. Il y a l'épigraphie. L'épigraphie, c'est l'étude de l'écriture dans sa dimension synchronique. C'est-à-dire l'écriture pharaonique. On l'étudie au jour d'aujourd'hui, comment ça se présente à nous. Donc il y a la diachronie et il y a la synchronie. Et ce que nous voulons faire ce soir, et qui est totalement inédit, c'est de montrer, c'est la première affirmation que je fais, toutes les écritures du monde découlent d'une seule écriture. Et cette écriture est africaine. Voilà la première chose que je vais montrer ce soir. Et je vais le prouver d'une façon irréfutable et indiscutable. C'est-à-dire que là, je vais faire maintenant de la chirurgie. Je vais faire une démonstration chirurgicale. Il y a beaucoup d'Africains qui ne m'ont jamais vu faire une démonstration chirurgicale. C'est tout simplement magnifique. Je vais faire une démonstration chirurgicale ce soir. La deuxième thèse que je défends, c'est que non seulement toutes les écritures du monde sont d'origine africaine, mais que les écritures du reste du monde sont incomplètes, sont frappées d'incomplétude. C'est-à-dire que si tu prends l'écriture chinoise, tu étudies l'écriture, comme je vais le montrer ce soir, je ne peux pas
épuisé toutes mes cartouches. Pourquoi? Parce que ce que je fais ce soir, normalement, ça doit être fait dans toutes les universités africaines. C'est ce qu'on appelle la nécessité de créer un département de paléographie et d'épigraphie négro-africaine. On doit étudier que ça. Donc j'affirme que l'écriture des îles de la Sonde, que l'écriture des Dravidiens, l'écriture des Mayas, tout ça c'est incomplet. Or, il y a une chose en science, c'est l'écriture qui est complète qui constitue en fait l'écriture de l'origine. Parce que ce qui est à l'origine est complet. C'est après qu'il y a des emprunts. Et le diffusionnisme fait qu'on ne retient pas tous les éléments de ce qui est originel. Troisièmement, je vais montrer que les Français disent qu'ils ont une écriture. Mais cette écriture, ils n'osent pas l'appeler française. Ils l'appellent l'alphabet latin. Eh bien, je vais montrer qu'un alphabet, ce n'est pas une écriture. Voilà. Donc, je vais montrer donc que cette incomplétude elle-même fait qu'il y a des alphabets, c'est-à-dire 24 signes, 24 lettres, alors que dans l'Égypte antique, il y a 984 signes et 984 lettres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les alphabets, c'est une partie de nos signes qu'ils ont pris pour pouvoir prononcer les mots à partir de leur langue. Donc il ne faut jamais perdre de vue le lien essentiel ou quintessentiel qu'il y a entre la phonétique d'une langue et la transcription graphique des sons articulés de cette langue. Voilà ce que je veux dire. Troisièmement, je vais montrer que c'est l'Afrique qui est le continent qui a le plus d'écriture dans le monde. C'est de l'art figuratif. C'est quoi l'art? Je suis obligé maintenant de définir. L'art, c'est une composition de plusieurs symboles qui représentent des formes et qui finissent par avoir la cohérence d'un tableau d'ensemble. C'est ça l'art. La cohérence d'un tableau d'ensemble. Tu vois? Donc ça, c'est très important, ça. Comment s'était manifestée l'écriture? Donc nous sommes ici, je donne les dates, après je vous donne les faits. Nous sommes ici en moins 80 000. Donc les blancs n'étaient pas sur la terre. Donc quand tu vas à Blombos, la grotte de Blombos, c'est la phase tardive. Tu vois? C'est après ça. 60 000. Et là, tu vois quoi? Tu vois donc, non pas des tableaux, mais des rochers sur lesquels les ancêtres de l'humanité, qui sont également nos ancêtres, vont maintenant mettre une composition de séquences avec des formes qui sont des symboles. Tu vois? Donc, ils ne vont pas inventer. Ils vont s'inspirer de leur environnement. Donc cela revient à dire que
une écriture qui est sous la forme d'un art rupestre ancien, on appelle ça pétroglyphe. Voilà. Hein? La clé, c'est ça. Les pétroglyphes, pétroglyphes. Ce qui importe, c'est que nous, on utilise des mots qui ne sont pas de chez nous. Donc, glyphaïne, glyphe, ça veut dire marquer quelque chose. Marqué par une graphie. Marqué. C'est ça que ça veut dire. Pétro, ça veut dire sur la pierre. Vous voyez bien qu'ici, là, il n'y a pas de papyrus. Il y a des pétroglyphes. Vous voyez? Et nous sommes où? En Afrique du Sud. Et nous sommes où? En RDC. Nous sommes où? En Ouganda. Nous sommes où? Au Burundi. Donc la plus grande conquête de l'esprit humain dans sa phase de croissance, c'est la pensée symbolique. Donc, les symboles vont devenir des codes. Toutes les écritures du monde viennent des hiéroglyphes égyptiens. Et les hiéroglyphes égyptiens viennent des pétroglyphes de l'Afrique centrale et méridionale. Donc si tu étudies l'histoire de l'écriture à la préhistoire, tu es obligé de partir des peintures rupestres. Parce que ce que nous appelons l'écriture symbolique, c'est pendant la préhistoire. Sans que les universités ne suivent, le professeur Obenga écrit une nouvelle science, la sémiologie africaine. Parenté sémiologique des systèmes graphiques africains natifs avec les hiéroglyphes égyptiens de la vallée du Nil. Il y a 3 questions liées. Petit a, la grande pluralité des signes graphiques africains natifs indigènes. Petit b, les plus vieux spécimens graphiques trouvés en Haute-Égypte font de l'Afrique le berceau de l'écriture à l'échelle mondiale. Petit c, la parenté des hiéroglyphes égyptiens et d'autres systèmes graphiques africains natifs permettent de fonder la sémiologie comparative africaine, une nouvelle science que je crois, en toute modestie, avoir fondée. Obenga dit qu'il a fondé. Je confirme. Petit a, les nombreux systèmes graphiques africains natifs, dès 1857, le missionnaire Kwele publie le système graphique Vaï du Libéria, déjà révélé dès 1849 par les initiés de ce pays. En 1907, le missionnaire Goring fait connaître l'écriture des Bamoun du Nord Cameroun au royaume de Ndjoya, écriture syllabique signalée depuis 1895-1896. En 1986, le professeur Gerhard Kebik ne donne pas moins de 18 systèmes graphiques africains natifs. Vaï, Loma, Bambara, Togon, Asante, Yoruba, Efik, Abia, Ntilan, Congo, Mbundu, Ovibundu, Yao, Makonge, Pangwa, Lega, Djikandi, dans sa célèbre étude intitulée African Graphic Systems. Petit b, l'ancienneté de l'écriture sur le continent africain. L'Afrique noire, berceau de l'écriture. Sans conteste et objectivement, preuve à l'appui, les tout premiers témoignages écrits dans l'histoire de l'humanité sont les documents provenant du cimetière U d'Abydos en Haute-Égypte, des fouilles du docteur Gunther Dreyer, archéologue et égyptologue allemand de réputation internationale. Ce sont donc des tablettes avec des hiéroglyphes merveilleusement lisibles,
aussi des hiéroglyphes dans leur fonction syntaxique et sémantique de complément phonétique ainsi que de déterminatif. Cette tablette date de 3500 avant notre ère, c'est-à-dire chronologiquement avant les premiers documents écrits similaires apparus à Sumer, en Mésopotamie, en Phénicie. Ainsi, en toute objectivité, sans idée préconçue, sans orgueil, l'Afrique noire est le berceau de l'écriture à l'échelle mondiale. Les faits sont les faits. Il faut les recevoir comme ils sont faits. Les cunéiformes mésopotamiens n'ont pas donné naissance à une autre écriture dans l'histoire du monde. Au contraire, l'écriture égyptienne pharaonique, hiéroglyphique, hiératique, démotique a donné naissance à l'écriture phénicienne, telle qu'elle est consignée dans la Bible de Sanchoniathon, un document phénicien. Porte également confirmation antérieurement les inscriptions proto-sinaïtiques, datant d'environ 1500 avant notre ère, découvertes en 1905 par Flinders Petrie, au Sérabit El-Kadem, péninsule du Sinaï, et déchiffrées par Alan Gardiner en 1915. D'autres corpus de textes proto-sinaïtiques, eux aussi alphabétiques, furent trouvés par les expéditions de l'université de Harvard en 1927, en 1930 et en 1935. Cette écriture phénicienne, alphabétique, d'émanation proto-sinaïtique, a donné naissance aux autres écritures sémitiques. L'alphabet grec est totalement sémitique, jusque dans les noms même des lettres qui sont acrophoniques en sémitique. L'écriture latine, alphabet latin, dérive de l'écriture grecque et a donné naissance aux écritures actuelles des langues d'Europe occidentale et du monde entier, à l'exclusion de l'Asie. Ainsi, de loin en loin, de proche en proche, l'humanité actuelle, dans sa grande partie, en Occident surtout, doit l'écriture à l'Égypte antique pharaonique. Est-ce la vérité? Pourquoi falsifier cette donnée? Petit c. Parenté des signes graphiques égyptiens pharaoniques et d'autres signes graphiques africains natifs. J'avais le sentiment assez fort net dès 1973 dans mon ouvrage L'Afrique dans l'Antiquité, Égypte pharaonique, Afrique noire, que les signes des systèmes graphiques africains natifs étaient apparentés étroitement à ceux de l'Égypte pharaonique, par la forme des signes eux-mêmes, la graphie, par la valeur phonétique des signes transcrits, la langue, par la sémiologie, les systèmes des signes, par l'approche statistique quantitative qui élimine totalement le hasard, le fortuit. Le coefficient d'analogie a donc été calculé entre les systèmes graphiques Vaille, Mende, Loma, Nsibidi et Bamoun. Il y a des liens étroits de parenté entre tous ces systèmes graphiques africains natifs. Cette même parenté existe entre les hiéroglyphes égyptiens et les autres systèmes graphiques africains natifs. Des analogies significatives, abondantes, sont trouvées entre les écritures, les hiéroglyphes égyptiens et les signes Djikandi des Kikuyu du Kenya, entre les hiéroglyphes égyptiens et les signes Nsibidi des Efika du sud du Nigeria, entre les hiéroglyphes égyptiens et les signes Mandé au sud de la Sierra Leone, entre les hiéroglyphes égyptiens et les signes Loma ou Toma du nord du Libéria actuel, entre les hiéroglyphes égyptiens et les signes Vaï au Libéria même, entre les hiéroglyphes égyptiens et les signes d'écriture Moun des Bamoun du nord Cameroun, entre l'écriture, les hiéroglyphes égyptiens et les signes du Nigeria et du bas Dahomey, écriture du Dahomey, etc., etc. Donc, ont pris les hiéroglyphes qui avaient du sens pour eux. Puis, ils ont vu la tête du taureau. Ils pouvaient immédiatement s'y rapporter parce que c'était la tête de leur propre dieu, Baal. Je vois. Mais dans leur dialecte sémitique, l'animal était appelé Alouf, Alf ou Alif. Donc ils regardent ce taureau et disent Alouf à la place du mot égyptien. Oui, ils le disent dans leur propre langue et ils ont décidé que cela représenterait le son A. Ils l'ont simplifié, j'imagine, en seulement 2 coups de pinceau. C'est ça. Quelques siècles plus tard, les scribes en Phénicie adoptent le dessin du taureau. Ils l'orientent différemment, car l'image ne compte plus. Puis, les Romains en changent la direction. Ainsi,
vous arrivez au A latin. Ce que vous avez ici est en fait le hiéroglyphe égyptien du taureau qui dort pour toujours dans la lettre A. Parce que ce n'est que le taureau tourné sur ses cornes. Vous voyez? Au final, presque toutes les lettres de l'alphabet latin sont dérivées des hiéroglyphes que les Cananéens de Sérabit ont choisis pour représenter les sons de leur langue. Le signe égyptien du rectangle ouvert, qui représente la maison, a été raccourci par les Grecs et inversé par les Romains pour créer la lettre B. Le hiéroglyphe pour l'eau, Mayim en cananéen, est devenu en grec mu et en latin M. Il y avait 2 signes égyptiens pour représenter les serpents. Cela est devenu en grec nu et N en latin. Quel est le nom égyptien pour la tête? On ne sait pas exactement, mais c'est quelque chose comme Tat ou Topt, mais ça n'avait aucun intérêt pour les Cananéens. Alors quel est leur mot à eux pour la tête? Très différent, roche. Roche avec un R? Oui, avec un R au début, et ici, ils arrivent au R. Donc c'est la tête des Cananéens. Oui. Puis les Grecs rendent la représentation de la tête plus abstraite, même si on peut encore en deviner le profil. Les Romains ont tout retourné, systématiquement. Tout est dans la même direction. Mais cela fait des siècles et des siècles que nous ne voyons plus d'image là-dedans. Et je ne pense pas que quiconque saurait que derrière cette lettre se cache le profil d'une tête. Oui, de nouveau, le hiéroglyphe égyptien se cache dans le R. Il se cache toujours. Il n'y a pas que les alphabets latins et grecs qui viennent de Sérabit. Presque tous les alphabets utilisés aujourd'hui ont puisé à la même source. L'hébreu, l'arménien, le cyrillique, le tibétain, le devanagari, le gujarati. La connexion entre ces alphabets ne saute pas aux yeux, mais elle est bien réelle.